J'ai vu que notre collègue Brian Jones est là. Bonjour. Bonjour à nos amis québécois. Depuis longtemps, vous êtes là et c'est vraiment extraordinaire. J'espère que Michel Bureau, que vous êtes content que nous essayons de réfléchir sur la question que vous aviez posée le 31 ou le 30 mars dernier, qui était la réflexion sur la Covid. Et nous allons essayer de la publier. J'ai demandé à la plupart des intéressants, des intervenants, qu'ils fassent un texte et nous le publierons, bien entendu. Donc je vous fais la même demande et on va peut-être commencer avec Brian William Jones pour son intervention qui, au terme de cette journée, est très importante puisque c'est la bioéthique, aide des politiques à la décision. Et après, je ne sais pas si vous avez eu le temps éventuellement de regarder sur YouTube l'intervention qu'a faite le président du comité national d'éthique. Mais sinon, je sais que Michel l'a vue puisqu'elle était présente très tôt. Mais c'est évident que là, il y a deux mondes, disait-il, dans lesquels il avait eu beaucoup de difficultés de passer de l'un à l'autre. Et donc, nous vous écoutons sur la manière dont la bioéthique apparaît peut-être comme un facilitateur de compréhension et d'action. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Christian. Merci pour l'invitation et cette opportunité de réfléchir un peu de mon point de vue en tant que bioéthicien, professeur d'université, quelqu'un qui est impliqué dans le travail avec les médias, dans les décisions politiques, pour parler de comment on se fait la bioéthique dans la vie pratique, mais aussi quels sont les défis. Je travaille avec les médias depuis que j'étais étudiant de PhD. Je suis impliqué dans le transfert de connaissances. Et via ce long parcours, je suis maintenant professeur titulaire à l'université, directeur d'un département responsable pour différentes activités. Je me suis intervenu à multiples reprises avec les médias, mais également avec les collègues dans le développement des politiques publiques. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est une réflexion sur trois éléments centraux. Le rôle des médias et l'engagement public, le rôle de l'éducation et le développement des politiques et des procédures. Dans chacun de ces sphères, en tant que bioéthicien moi-même, mais également mes collègues, sont impliqués dans ces différents éléments. Et je vais vous démontrer comment chacun est imbriqué. Ces éléments contribuent ensemble à des réflexions publiques ouvertes, idéalement démocratiques, sur comment mettre en place les politiques, des procédures qui sont appropriées pour notre citoyenneté. Donc, dans le contexte du COVID, c'est évident qu'il y avait un besoin incroyable pour le public de s'engager dans une réflexion sur des valeurs du style est-ce qu'on va faire la vaccination obligatoire? Pour qui? Comment? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on devrait mettre des passeports vaccinaux? Ce sont tous des enjeux qu'on débat depuis des mois, mais depuis le début de cette crise, on a parlé de différents éléments. Si on commence avec le volet médias et public, le rôle d'un bioéthicien était souvent de faire le transfert de connaissances, d'aider les journalistes à bien poser des questions que nos concitoyens avaient besoin de à la fois mieux comprendre pour qu'eux aussi sont capables de poser ces questions à leurs proches, aux décideurs, et de garder nos gouvernements responsables et transparents dans les décisions qu'ils prennent. Donc, ce n'est pas activement le développement des politiques publiques, mais c'est le développement d'un discours public où on essaie d'identifier quels sont les points de tension, quelles sont les opportunités. Donc, là, on peut déjà commencer, et c'était nos rôles en tant que bioéthiciens qui travaillent avec les médias, de dire, mais le politique qui est en train d'être annoncé au début de la pandémie, de, OK, regarde, on ferme toutes les entreprises, tout le monde reste à la maison, mais est-ce que les justifications étaient là? Est-ce que le gouvernement ou les décideurs étaient transparents dans la manière qu'ils expliquaient le manque de connaissances actuelles? Comment travailler avec l'institut scientifique? Donc, depuis le début de la pandémie, moi, je disais aux journalistes, un des éléments qui manquait, c'est une véritable transparence où on expliquait qu'est-ce qu'on savait, quel était l'état des connaissances scientifiques et qu'est-ce qu'on ne savait pas. Et partie de ça était lié à un paternalisme
médical, un fatalisme qui est hyper ancré dans la santé publique qui dit le public est un peu bête. Donc, si on n'explique pas avec un message tout droit, très cohérent, très solide, sans questionnement, ils vont être méfiants, ils vont être anxieux. À mon avis, et c'est un avis qui est soutenu par des décennies de recherche en éducation, le contraire est le cas. Dès qu'on est plus ouvert et transparent avec le public, avec le raisonnement derrière une décision politique ou une procédure qui va te mettre en place, on va augmenter la confiance. Parce que les gens comprennent très bien, dans nos vies courantes, on n'a jamais la certitude. Il y a toujours différentes marges. Donc, cet acte de transparence, d'admettre qu'est-ce qu'on connaît, c'est aussi un moyen d'intégrer les gens dans un processus plus collaborateur où on vise de co-construire une société. Dans une situation de crise, on a besoin que le public engage dans un processus avec les décideurs, avec les acteurs de santé publique. Parce que sinon, là, on confronte des situations hyper problématiques qu'on voit surtout à l'États-Unis, mais dans l'ouest du Canada, on a des urgences qui sont débordées parce qu'il y a des gens qui refusent d'être vaccinés. Ça entraîne tout autre problème. Donc, le problème avec les EHPAD, les CHSLD au Québec, le manque de personnel. Pourquoi est-ce que les gens ont quitté ce domaine? Le job d'un bioéthicien était d'aider les journalistes à mieux poser ces questions. Des fois, de faire la traduction des données scientifiques, d'aider dans ce discours. Comment et pourquoi prioriser accès à certains vaccins? Est-ce qu'un critère d'âge est une bonne justification? Peut-être à un moment, c'était le meilleur, mais plus tard, quand on a plus de vaccins disponibles et on a des meilleures données probantes, l'épidémiologie est plus développée, on est mieux placé pour avoir des critères plus nuancés, plus ciblés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? C'est des bonnes questions. C'est essentiel. Donc, j'ai travaillé avec des journalistes, mes collègues, on est littéralement interpellés chaque jour quasiment. Au début de la campagne et depuis des mois, chaque fois il y avait un changement, les bioéthiciens étaient interpellés à côté de nos collègues épidémiologues, médecins, décideurs pour parler de ces enjeux. Deuxième domaine d'intervention des bioéthiciens, hyper pratique dans le contexte actuel, c'est via nos devoirs et responsabilités en tant que professeur, en tant qu'éducateur. Donc, oui, on fait la recherche, on a des professeurs, on a des chercheurs, mais aussi on forme un relève de professionnels. On développe des outils. Nous, on a accès à des outils sophistiqués de cadres analytiques qui sont bien rodés, développés depuis longtemps. Et qu'est-ce que nous, on était capable de faire, c'est de rendre ça accessible à des plus grands publics. Tout au début de la pandémie, une des choses qu'on a vues à Montréal, c'est un manque d'accès à des ressources de pointe en éthique appliquée par des bioéthiciens professionnels dans la réseau de la santé. Eux, ils avaient des besoins criants de la part des cliniciens pour « je fais quoi avec cette liste d'attente? Je fais quoi avec une éclosion dans mon unité qui soulève à la fois des problèmes médicaux, mais également des enjeux éthiques, la stress, la détresse morale, etc. » Donc, en tant que professeur, on a mobilisé notre accès à la littérature scientifique en éthique appliquée et on a organisé une série de forums sur Zoom, parce qu'on était tous en télétravail, pour aider nos collègues, les professionnels de bioéthique, d'avoir à la fois accès à des ressources et un forum pour poser des questions. 1 heure chaque semaine pendant 6 mois. C'était notre moyen de faire une différence en tant qu'individu, mais également en tant que professeur-chercheur. Donc, on a mobilisé nos accès à ces ressources. On l'a aidé à avoir des connaissances à des ressources qui existaient déjà. En Grande-Bretagne, Nuffield Council, à l'États-Unis, Hastings Center, American Journal of Bioethics. En France, le CCNE, au Québec, le CEST, le CCNPPS, sont toutes des structures qui avaient des ressources en place et qui ont mobilisé des listes d'articles scientifiques pertinents, de cadres conceptuels, de cadres qui étaient validés et pourraient être modifiés pour être implantés dans les unités de soins pour aider à la prise de décision par les cliniciens avec le soutien des équipes de services en éthique. Donc, notre job, c'est d'aider les éthiciennes pour qu'eux, ils soient en mesure d'aider leur milieu de travail, les cliniciens, les gestionnaires. Donc, ce double rôle d'éducation était là. En parallèle, on a vu aussi l'explosion via une possibilité de démocratiser l'accès à l'information. On est en train de faire un congrès avec des gens en personne et des gens à distance. Mais
rapidement, on a bousculé dans un mode d'enseignement et de travail avec Zoom, avec d'autres plateformes. Et rapidement, on a rendu compte aussi qu'on pourrait rejoindre littéralement tout le monde. Donc, on a commencé à organiser des cafés bioéthiques, des webinaires, des congrès en ligne. Pourquoi? Parce que le coût était quasiment zéro. On pouvait rejoindre des gens de partout, on peut mobiliser les expertises et rendre ça accessible. Donc, juste à l'Université de Montréal, on a organisé 3 ou 4 cafés de bioéthique et on a au-dessus de 90 personnes qui ont participé à travers la francophonie. C'était incroyable. Et on a fait ça avec zéro budget. Cet apprentissage forcé par un transfert rapide à le télétravail nous a permis de faire notre travail en tant qu'éducateur et de rejoindre un monde beaucoup plus large. Oui, c'était surtout des publics spécialisés, les collègues, mais également nos étudiants et aussi des professionnels, des soignants, mais aussi la grande public. Donc, cette autre partie du travail du bioéthicien, c'est dans le rôle de l'éducation, à la fois du milieu professionnel, des futurs bioéthiciens, mais aussi de la grande public. Le troisième élément qui est également intimement lié, c'est le développement des politiques et des procédures qui sont mobilisées pour la gestion d'une crise. Un des défauts qu'on a vu dès le départ au Canada, c'est qu'on n'avait pas des bonnes politiques de triage adaptées à un contexte de crise. Nos politiques étaient développées en 2003 après le SRAS, puis là, j'ai mis sur des tablettes. Et on n'a pas implanté des systèmes qui étaient robustes et qui étaient prêts à gérer cette crise avec des procédures mises à date pour toutes sortes de raisons. Donc, les bioéthiciens étaient rapidement interpellés pour mettre à date ou créer des nouveaux procédures. Comment est-ce qu'on fait un triage? Sur quels critères? Est-ce qu'on utilise l'âge ou l'handicap comme critère d'inclusion ou d'exclusion? Sur quelle justification? Le problème, c'est souvent les bioéthiciens qui étaient interpellés ont dû faire ça dans littéralement, OK, on a besoin de politique en 2 semaines. Ça donne très peu de temps pour faire une réflexion large et pour assurer une acceptabilité sociale, qu'on a vraiment fait la consultation nécessaire. Ça prend des mois. On ne fait ça pas en 2 semaines. Donc, le problème dans un contexte de genre, c'est qu'on doit débrouiller. On modifie des documents, on met ça en place et ce n'est pas parfait. Mais s'il y a un processus en développement en continu avec des collaborations avec le monde académique, avec les expertises dans les ONG, dans d'autres secteurs du gouvernement, on peut bien fonctionner. Mais ça prend du temps et on a eu beaucoup de petits échecs parce qu'on a fait des choses à la va-vite et le résultat, c'est une politique qui n'était vraiment pas socialement acceptable. Donc, on était impliqués dans les politiques de triage, dans les politiques de retour en présentiel à l'université. J'ai des collègues qui sont partis des comités de consultation aux présidences de l'université pour dire qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement veut que tout le monde rentre en classe, mais on est supposé également de faire du télétravail et on est dans un 4e vague. On fait quoi, littéralement? Donc, les bioéthiciens étaient également consultés. Par contre, le défi pour le bioéthicien, c'est qu'on est presque toujours dans un rôle de conseil. On n'est jamais dans un rôle de décision. Donc, un défi pour quelqu'un qui pense qu'ils ont une bonne idée, c'est vous êtes juste en train de contribuer une idée. C'est pas vous, ultimement, qui prend les décisions. Et souvent, le résultat d'une politique, c'est pas nécessairement qu'est-ce que nous, on pense est la chose le meilleur à faire éthiquement. Mais c'est parti d'un processus politique. Donc, on doit un peu avaler cette pilule qui est pas toujours agréable, d'accepter qu'il y a une limite de notre contribution. Et donc, on décide, est-ce que notre contribution vaut la peine? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on pense qu'on est capable d'aider à progresser avec tous les autres intérêts et contraintes réelles? Les bioéthiciens ont fait ce travail à travers le pays et dans une multitude de pays. Pourquoi? Parce qu'on avait des expertises multidisciplinaires et une approche pragmatique. On reconnaît qu'il y a des limites de notre porte-parole. On reconnaît qu'on a quand même des expertises, la capacité de nommer les valeurs et les intérêts en jeu, de mobiliser des systèmes analytiques pour identifier les angles morts, les groupes qui sont peut-être stigmatisés. Ça, c'est un travail hyper important dans le développement des bonnes politiques et des procédures pour réduire autant que possible les risques, les échecs, qui fait que le politique ne va pas tenir. Il va être largement désuet dès le moment qu'il est implanté parce qu'il était mal fait.
Donc, on peut jouer un rôle très important pour identifier les risques et trouver des moyens pratiques de les gérer, en reconnaissant qu'on est juste un joueur dans une équipe où il y a une multitude d'intérêts. Donc, le risque pour le bioéthicien, et c'est à chaque individu à décider, dépendant sur le contexte, est-ce que je suis en train d'être instrumentalisé? Est-ce que c'est le saut du bioéthique? Oui, c'est éthique, on avait dit ça avec une instance, le CCNR, tout est correct. Mais non, pas nécessairement. Et on ne veut pas non plus être lié à des politiques qu'on dit sont éthiquement très problématiques, surtout quand ça explose dans l'espace public. Donc, on doit accepter ces limites et de le négocier au fur et à mesure. Donc, pour résumer, ces trois éléments sont inhérents à le développement des politiques publiques. On doit créer une culture, un environnement social où on nomme les vrais enjeux qui sont importants pour nos sociétés. Aussi, et c'est un des rôles très forts depuis le début de la bioéthique, c'est d'identifier les voix qui ne sont pas écoutées, les gens qui ne sont pas autour de la table, de reconnaître les groupes minoritaires, les rôles qui sont marginalisés et donc qui sont très importants à inclure dans cette réflexion pour qu'on assure le développement éventuel d'une politique qui est le plus inclusive et le mieux adaptée à la situation. De poser les bonnes questions, mais aussi de reconnaître qu'il y a certaines questions qu'on doit vivre avec. C'est partie de la vie humaine. De nommer ça explicitement, c'est un rôle important pour que la population comprenne aussi, via nos rôles comme médiateur, comme traducteur de connaissances avec les médias, l'importance de mettre en place des bonnes procédures et des politiques et l'importance aussi de tenir responsables nos décideurs pour les politiques, pour les mesures qui sont mises en place, de les toujours questionner pour assurer qu'on justifie ces choix parce qu'on est dans des démocraties. L'État a une obligation de justifier les choix qu'il fait dans le nom de ses citoyens. À cet égard, on peut être un joueur important avec nos collègues dans les médias et nos collègues dans les instances pour développer des meilleures procédures, des meilleures politiques, en acceptant qu'ils ne vont jamais être parfaits. Notre job, c'est de participer activement dans ce processus et, entre-temps, on fait l'enseignement, l'encadrement, le rayonnement et des fois, on est même impliqué dans la rédaction même des procédures et des politiques. C'est un rôle important et les bioéthiciens ont levé la main. Tous mes collègues étaient impliqués dans ces différents processus à différents lieux et c'est une bonne chose. On peut être et on doit être des acteurs dans tous ces problèmes. Littéralement, on voit un moment clé dans l'histoire du développement de la bioéthique parce que son pertinence était mis sur la sellette, sur le grand espace public. Habituellement, quand on dit « c'est quoi un bioéthicien ?» on n'a aucune idée, mais ça a l'air intéressant et compliqué. Maintenant, on commence à avoir une idée. C'est quoi un bioéthicien et qu'est-ce qu'il fait? Merci beaucoup. Pour reprendre ce que tu viens de dire, on espère que les salaires vont augmenter. Mais il y a trois grandes valeurs que j'entends du bioéthicien que tu es, je dis bien. Premièrement, c'est la modestie, et ça, je crois que c'est important. Deuxièmement, tu fais appel à la sincérité. C'est pas facile déjà ces deux-là, mais en plus, la troisième est vraiment, ça s'inscrit dans une éthique de responsabilité. Avec qu'est-ce que c'est qu'un partage, qu'est-ce que c'est que la décision, comment j'influe, parce qu'on ne peut jamais dire qu'on est indépendant. Et c'est tous les problèmes entre ces différents mondes. Tu sais, entre Platon et tu le sais mieux que moi, entre Platon et Aristote, ils n'étaient pas d'accord en haut de l'échelle lorsqu'on arrivait entre, n'est-ce pas, ces deux mondes, l'intelligible et le non-intelligible, est-ce qu'on pouvait passer dans l'intelligible? Et là, on est tout à fait dans cette question. Est-ce qu'on passe d'un monde pour lequel on a été construit à un autre où les autres ont été construits avec des enjeux qu'ils ont différents, quelquefois contradictoires à ceux mêmes qu'on essaye d'imposer? Donc j'espère, Brine, et je te remercie beaucoup, que cette introduction que j'ai voulu dans le débat qui va suivre aide nos débatteurs par rapport à ce qu'ils vont nous dire justement de comment ils pensent par rapport de la manière dont ça s'est passé et avec donc le politique puisque nous sommes deux États démocratiques. Comment par rapport
à la démocratie et comment ils ressentent. Et pour ceci, j'ai demandé à un certain nombre de personnes. Thierry Mandon, malheureusement, ne peut pas être là. Il était là ce matin. Je l'avais demandé parce qu'il avait eu une discussion importante avec Claude Hurier lors du dernier colloque le 30 mars dernier. Et Alain-Michel Serretti, qui représente tous les patients d'une grande association représentative au ministère qui s'appelle France Asso Santé et qui regroupe toutes les associations de santé de France, malheureusement est à l'étranger et là ne pouvait pas, puisqu'il est en colloque, donc il ne pouvait pas non plus en même temps être en visio. Mais nous avons quand même, et c'est ça qui est important, Claude Hurier, qui était le débatteur de la dernière fois. Alors je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, bien sûr, tout le monde peut intervenir dans cette histoire-là, c'est-à-dire Claude Hurier, bien sûr, Michel Stanton, qui est qui est ma complice dans l'IREB, et troisièmement, Michel Bureau. Vous avez préparé quelque chose. Ce que je vous propose, c'est qu'ensuite, s'il y a des questions de la salle qui se font, si vous-même qui êtes en visio, qui êtes intervenu, voulez intervenir, nous avons la possibilité, dans ce cas-là, de faire un vrai débat. Donc je vais peut-être donner, si vous voulez, la parole en premier à Claude Hurier. Il est en minorité puisqu'il y a deux Québécois devant lui et ensuite un soutien de Brian qui sera là. Mais par contre, on a Bénédicte qui est là, qui va nous aider aussi, et tous les collègues qui sont dans la salle. Donc, Côme, qui est le grand organisateur, comment tu fais? Tu dis à monsieur simplement. Ben, on va dire à monsieur Hurier, si vous voulez bien commencer. Vous avez la parole. Je pense qu'il faut rendre hommage aux dames. Et je propose que ce soit Michel qui intervienne d'abord, et ensuite on fera une alternance homme-femme, enfin ça ira vite. Bon ben, dans ce cas-là, ça montre bien que nous devons, par rapport aux Québécois, qui ont des choses à nous apprendre, ça fait 30 ans que je le dis, et nommément au niveau de la bioéthique, là encore, là, au niveau de la différence entre les hommes et les femmes, vous avez pu voir déjà une intervention où on s'interroge et on essaye d'être un peu moins macho. Du moins, moi, le premier. Bravo, Claude. Michel, tu peux commencer. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir. Tu as la parole. Et si tu mettais ton micro, ce serait mieux. Ton micro. Oh, oh. J'arrive. OK, voilà. Très bien. Ce qui veut dire que les femmes sont plus lentes que les hommes, je ne sais pas. OK, bon, ben merci beaucoup. Et moi, je vais parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis 50 ans. Et j'ai choisi ici de parler des impacts de la pandémie sur les femmes. Dans ce sens, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Philippe Beuzedoc et la question posée sur la discussion par Elisabeth Angelier, je crois, enfin sur ces différences hommes-femmes, mais avec une démonstration scientifique, comme il a dit, sur les réticences à la vaccination. Bon, alors je me lance là-dedans. Donc, avant que ce sujet de l'impact de la pandémie sur les femmes retombe dans l'oubli, j'ai choisi de parler de l'impact de la pandémie sur les femmes. S'il est un secteur auquel le titre de notre journée s'applique particulièrement bien, c'est celui-là. Car ce sujet est un domaine où il faut faire progresser notre pensée et nos comportements. Est-ce que l'analyse des impacts de la pandémie sur les femmes sera faite de façon à nous permettre de bien comprendre les enjeux et de mettre en place les politiques nécessaires pour gérer ces impacts dans le futur? À ce sujet, la présidente du Conseil du statut de la femme du Québec écrivait récemment « Rares sont les événements qui ont autant mis en lumière leur place, leur rôle et la reconnaissance de leur travail dans la société. » Une revue de la littérature nous démontre que déjà plusieurs recherches sont en cours pour identifier avec des données probantes les effets de cette pandémie sur les femmes. Je donnerai ici quelques exemples de ces effets et des recherches en cours avant d'examiner ce qui devrait ou pourrait être fait dans un futur proche. Premier impact, la conciliation travail-famille.
L'année 2020, qui a marqué le 25e anniversaire du programme d'action de Pékin, devait souligner un tournant dans l'égalité des sexes. Au lieu de cela, le Policy Brief du Bureau des femmes des Nations unies souligne que, avec l'expansion de la pandémie de COVID-19, même les progrès limités réalisés au cours des dernières décennies risquent d'être réduits à néant. La pandémie creuse les inégalités préexistantes, exposant les vulnérabilités des systèmes sociaux, politiques, juridiques et économiques qui, à leur tour, amplifient les impacts de la pandémie. Une nouvelle génération de femmes devra donc patienter avant d'atteindre la parité femmes-hommes, selon le rapport annuel 2021 du Forum économique mondial sur les inégalités femmes-hommes dans le monde. Alors que l'impact de la pandémie de COVID-19 continue de se faire sentir, le temps nécessaire pour combler les inégalités femmes-hommes dans le monde a augmenté d'une génération, passant de 99,5 années à 135,6 années. La pandémie actuelle a de lourdes répercussions sur l'organisation de leur travail et sur leurs familles, en plus d'affecter leur santé. Le même rapport soutient que, malgré des décennies de féminisme, ce sont encore les femmes qui ont majoritairement eu la lourde tâche de soigner, de nourrir et d'éduquer durant la pandémie de la COVID-19, avec des impacts socio-économiques lourds de conséquences sur leur vie et leur carrière. Les femmes étant surreprésentées, on le sait, dans les secteurs où a frappé très fort la pandémie, comme les soins de santé, l'éducation, la restauration, l'alimentation, elles ont été très exposées au virus. Toujours plus nombreuses au front. Elles sont aussi les plus touchées par le chômage. Au Québec, selon le ministère du Travail, 68% des postes supprimés dans la province entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2020 étaient auparavant détenus par des travailleuses. Celles que nous avons appelées nos anges se sont en plus retrouvées avec des enfants à la maison, des garderies fermées, des écoliers en télétravail. Elles ont dû fréquemment mettre de côté leur carrière professionnelle pour retourner à leur rôle traditionnel de gestion de la maisonnée. Comme le disait l'humoriste québécois Yvon Deschamps, elles ne pouvaient plus travailler car elles avaient trop d'ouvrages. Même si les pères participent plus aux travaux de la maison, il n'en demeure pas moins qu'une partie importante des tâches ménagères est encore le lot des femmes. Ces constats ne signalent pas de nouveaux problèmes, mais mettent en évidence des réalités connues que la pandémie a exacerbées. Au Québec, la pandémie a mis en relief les failles de nos systèmes de santé publique qui déjà avaient été amputés de 30% de leur financement dans la dernière décennie. Le Conseil du statut de la femme a rappelé dans une étude récente qu'au Canada, près des 2/3 des heures non rémunérées consacrées aux tâches parentales étaient assumées par les mères. Les couples aux prises avec des logements exigus, des pertes d'emploi et une surcharge de travail ont vu leur quotidien bouleversé et la violence conjugale augmenter. Depuis le début de l'année 2021, il y a eu plus de 10 femmes victimes de violences conjugales. La Commission canadienne des droits de la personne a fait écho à cette conséquence en disant « Ces impacts disproportionnés peuvent avoir de lourdes conséquences à long terme. Si nous voulons redonner de l'élan aux efforts investis afin d'instaurer l'égalité des sexes au Canada, les efforts de relance sociale et économique doivent adopter une approche féministe. » Les effets de la pandémie se font durement ressentir pour les mères québécoises qui sont plus que jamais sollicitées pour prendre soin des enfants alors qu'elles travaillent en même temps. On a aussi commencé à faire des recherches et à discuter de ce qu'on appelle la charge mentale et le travail invisible se sont alourdis pendant la crise sanitaire, affirment certaines économistes. Elles vont prendre les rendez-vous liés à la COVID, gérer la rentrée scolaire, les femmes, chercher des informations, prendre des décisions éclairées. Toutes choses qui ont toujours été le ressort des femmes. Selon des chiffres de l'Organisation internationale du travail, les pertes d'emploi atteignent 5% en 2020 contre 3,9% chez les hommes, cite une étude à l'appui. Si on passe maintenant au milieu que vous connaissez bien, c'est l'impact sur le milieu de la recherche. Les femmes en sciences pourraient perdre du terrain. Des données démontrent que la proportion d'articles scientifiques soumis par les femmes est moindre depuis le début de la pandémie COVID-19. Les chercheurs et professeurs universitaires sont désavantagés par la pandémie de COVID-19 et ce recul pourrait avoir des répercussions à long terme sur la place qu'elles occupent dans nos universités, ont identifié certaines chercheuses. Quelques chiffres à l'appui, le chercheur Vincent Larivière et son équipe s'apprêtaient, lorsque j'ai écrit ça, ils l'ont peut-être déjà fait, à publier dans Nature Index les résultats d'une étude démontrant une diminution de la contribution des femmes à la littérature scientifique
au cours des derniers mois. En utilisant des algorithmes pour leur permettre de déterminer le genre, 89% des auteurs des articles scientifiques soumis à différentes plateformes de prépublication. Alors, ils ont travaillé sur des algorithmes et ils ont analysé près de 328 000 articles publiés ou soumis en prépublication, regroupant 1 300 000 auteurs. Ceci montre une diminution notable de la proportion d'articles soumis par des femmes qui rencontrent encore aujourd'hui plus de difficultés que leurs collègues masculins dans leur parcours professionnel, non seulement en raison de la COVID, mais en raison des biais, des stéréotypes, des enjeux de conciliation travail-famille, des absences dues à la maternité et des politiques d'entreprise qui ne tiennent pas suffisamment compte des particularités des femmes. Il y a donc des années de travail en péril. La directrice de la chaire de recherche de UNESCO de l'Université Brooke, Liette Vasseur, craint que cette diminution de publication ne ralentisse la progression des jeunes chercheurs dans la hiérarchie universitaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour combler cet écart? Madame Vasseur souligne que certaines mesures qui ont été mises en place par les instances de recherche au pays, comme le report de certaines échéances pour le dépôt des demandes de subventions ou la prolongation des concours pour l'obtention des promotions, pourraient permettre de réduire quelque peu les conséquences de la baisse de la productivité des femmes durant la pandémie et constituent des exemples intéressants à évaluer et explorer. Toutefois, cela ne suffit pas. Elle souligne toutefois qu'un changement de culture, et ça c'est important parce que vous savez, changer la culture, c'est long et difficile. Un changement de culture est nécessaire pour assurer à long terme la capacité des femmes à accéder aux hautes sphères de la recherche et à y apporter une contribution équitable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le genre dans tout cela? Il nous apparaît donc essentiel de considérer l'expérience gendrée de la COVID-19 dans les recherches portant sur les conséquences de cette pandémie sur la santé. Des travaux s'ancrant dans le paradigme des déterminants sociaux de la santé et des inégalités de santé doivent être faits. Des recherches ont déjà démontré qu'il faut examiner comment les politiques sociales ainsi que la construction du genre participent aux inégalités de santé dans la population. Le genre est donc, sans contredit, un déterminant structurant de la santé. Il expose différemment les hommes et les femmes au contraire. Par exemple, même dans un pays égalitaire tel que la Finlande, les femmes consacrent jusqu'à 2,5 fois plus de temps aux tâches domestiques régulières et 2 fois plus de temps aux soins des enfants que les hommes. Le genre se construit également à travers le sens et l'importance accordée aux situations du quotidien, se traduisant par une vulnérabilité différentielle au contraire. L'ancien Conseil consultatif du G7 pour l'égalité des sexes appelait récemment à considérer prioritairement les dimensions genrées de la pandémie et à prévenir une détérioration de l'égalité des droits des femmes. Pour sa part, le Fonds des Nations unies pour la population affirme que les pandémies aggravent les inégalités. L'absence de réflexion sur les inégalités structurelles du genre, tout comme ce fut le cas lors des virus Ebola et Zika, pourrait contribuer à renforcer les inégalités. Donc, en ce qui concerne le COVID-19, les retombées sur les inégalités hommes-femmes risquent toutefois d'être nettement plus généralisées. Les mesures de flexibilité au travail, les fermetures d'entreprises de services de garde, le confinement et le choix des services essentiels façonnent des contraintes auxquelles sont confrontés quotidiennement les hommes et les femmes. L'emprise du genre sur la santé et les inégalités en santé explique en partie pourquoi les gouvernements et les organisations internationales en faisaient un enjeu essentiel avant la COVID-19. Par exemple, la stratégie gouvernementale du Québec pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, dont l'orientation 4 aborde une approche différenciée selon le sexe en santé et bien-être. Le genre et la santé figuraient également parmi les objectifs de développement durable pour 2030 de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, certaines politiques sociales sont genrées. Par exemple, les congés parentaux, on peut dire, demeurent majoritairement réservés ou pris par des femmes dans plusieurs pays. Cette situation normalise et contribue à reproduire l'idée qu'il revient aux femmes de s'occuper des enfants. Donc, il faut donc avoir des réponses genrées. Avant cette crise, l'analyse des politiques différenciées selon le sexe était le credo du gouvernement fédéral canadien. Pourtant, la plupart des mesures en réponse à la pandémie ont été prises sans égard au genre.
Auparavant, le gouvernement admettait la nécessité d'accroître les données sur lesquelles appuyer ses analyses. Ce besoin est d'autant plus criant dans le contexte actuel. Par exemple, les femmes victimes de violences conjugales se trouvent en situation particulièrement vulnérable en période de quarantaine. Toutefois, il n'existe aucune donnée actuellement pour documenter sérieusement ce phénomène. Donc, c'est un autre exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur le futur? On voit que beaucoup d'organisations mondiales se préoccupent de ça, l'OMS, l'OIT, même l'Organisation mondiale du commerce, mais pour le futur, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, comment dans le futur exercer ou limiter les répercussions de la pandémie sur les inégalités en santé liées au genre? Plusieurs initiatives doivent être menées simultanément. Une documentation rigoureuse de l'expérience genrée de la pandémie s'impose. Les gouvernements peuvent intervenir à travers leurs politiques. À cet égard, espérons que les mesures visant à ce que les femmes tirent profit de la relance économique portent leurs fruits. Les employeurs s'avèrent aussi des leviers essentiels pour l'égalité. La crise actuelle leur permet, c'est l'occasion pour eux de participer à cette transformation en favorisant par exemple les horaires flexibles, les banques de temps, les congés familiaux et les semaines de travail réduites. Les femmes ayant accès de telles mesures rapportent moins de détresse psychologique que celles qui n'y ont pas accès. Donc, les femmes peuvent apporter une contribution vitale à la promotion de l'égalité des genres grâce à l'élaboration de politiques inclusives, ainsi qu'une représentation de femmes dans l'élaboration de ces mêmes politiques. On a parlé quelquefois de la participation, mais il faut que les femmes participent à la construction des politiques et ne soient pas seulement en situation de les critiquer par après. Il faut aussi voir que le manque de représentation des femmes au poste de prise de décision dans le domaine de la santé, y compris dans les réponses face à la COVID-19, a été jugé d'autant plus déplorable qu'elle représente 90% des infirmiers, 70% du personnel médical dans son ensemble. Or, elle ne s'occupe que 20% des postes de prise de décision dans le domaine de la santé, a décrié le Conseil international des infirmières. Alors, une fois qu'on aura passé la crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je donne ici une citation que je trouve intéressante, parce qu'il y a un pendant et un après, et qu'un après se profile déjà. La pandémie qui frappe le monde nous recentre sur l'essentiel du vivre ensemble. Ça fait longtemps que les femmes travaillent sur le vivre ensemble, le care, et non pas seulement le cure, et toutes ces valeurs liées à l'émotion, à l'ouverture à la souffrance, etc. Mais il faut que ça rentre dans l'élaboration des politiques. Les rapports égalitaires entre les femmes et les hommes sont mis à l'épreuve dans plusieurs sphères. Plus largement, c'est la trame de tout un tissu social qui est amené à se redéfinir. On a évoqué Habermas, on peut évoquer Lévinas, etc. Mais tout ça doit aussi faire en sorte et inclure les femmes dans la prise de décision, comme il a été mentionné. On n'en a pas parlé beaucoup ici, quelques-uns l'ont abordé, mais je crois que c'est très important. Et pour reprendre l'exemple, j'ai été frappée par l'exemple de Philippe Beuzedoc, lorsqu'il dit, ouais, des femmes qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Mais quand on voit en arrière, on voit que c'est peut-être parce qu'elles ont peur d'être trop fatiguées après le vaccin pour s'occuper de leur famille, etc. Quand on va à cette profondeur d'analyse, on peut penser à faire des politiques genrées qui vont s'occuper et inclure les femmes. Merci. Oui, merci de cette intervention, de ce plaidoyer très féministe. D'ailleurs, je partage cette préoccupation avec Michel, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des discours qui vont dans le sens d'une représentation équitable de la femme, mais qui ne sont pas toujours suivis de décisions. Néanmoins, il y a un élément encourageant, c'est de voir que maintenant, dans des postes de direction, de responsabilité, on voit quand même de plus en plus souvent apparaître des femmes, et je m'en réjouis comme elles. Il a été prévu l'organisation de cette journée. Christian Hervé, que je cite toujours volontiers au début de mes propos de conclusion, souhaitait apporter un essai de réponse à la question Covid-19, quels enseignements éthiques? C'est bien ça, Christian.
Et la table ronde, qui conclut cette journée, va plus loin, c'est en quoi la Covid-19 a fait progresser notre pensée et nos comportements sur les libertés publiques, les devoirs collectifs et les inégalités sociales. Je dis tout de suite que cette ambition disproportionnée de l'organisateur de cette journée ne peut pas être satisfaite, et je vais dire pourquoi. Il y a des difficultés qui sont insurmontables, mais même en faisant la part d'un certain pessimisme que vous allez trouver au long de mon propos. Mais est-ce possible de remplir finalement cet espoir un peu fou de notre organisateur préféré? Je dis pourquoi, parce que au fond, c'est en tout cas prématuré. Mais les enjeux, c'est-à-dire faire progresser notre pensée, nos comportements sur les libertés publiques et les droits, etc., moi, ça me paraît vraiment trop ambitieux. Et si j'avais lu plus tôt ce projet, peut-être que j'aurais refusé de participer à la table ronde, ce qui m'aurait privé de la rencontre de ce soir. Je vous dis pourquoi l'éthique est constamment, le questionnement éthique est totalement l'enjeu finalement de tout ce qui est en train d'arriver avec cette pandémie. Je donnerai trois exemples. Éthique et questionnement, le consentement libre, express et éclairé. Et l'autonomie n'existe plus. Il faut bien se rendre compte que la pandémie n'a fait apparaître qu'un phénomène que ceux qui sont les partisans de la bioéthique ont toujours défendu. Le consentement des personnes, c'est fini. Et je ne pense pas qu'on pourra rattraper, d'ailleurs, je n'ai aucune illusion concernant l'efficacité des RGPP. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle masse de données personnelles qui sont finalement dans la possession et le capital des GAFAM, que ce n'est pas maintenant qu'on va aller le chercher. Et d'autre part, il y a un élément qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est celui des dispositifs connectés. Or, vous voyez bien qu'avec cette espèce de rêve de l'intelligence artificielle, pour lesquels l'opinion continue de rêver avant des cauchemars, mais que l'opinion accepte finalement que l'instrument de ce progrès de l'intelligence artificielle soit finalement l'exploitation de leurs propres données. Ils en sont inconscients, et le jour où ils en seront conscients, il sera trop tard. Voilà, donc je crois que c'est vraiment cet élément qui montre des difficultés insurmontables, et il y en a d'autres. Deuxièmement, le bénéfice-risque. Le consentement, l'autonomie, qui, à mon avis, est totalement dépassé maintenant. La Covid ayant servi de révélateur, on peut en être désolé et on n'est pas au bout de nos peines. Deuxième exemple, bénéfice-risque. On est passé dans toute la législation et la culture, finalement, à privilégier le bénéfice, la recherche du bénéfice individuel. Or, maintenant, on va apparaître comme un des éléments déterminants le bénéfice collectif. Et on se rend bien compte que c'est évidemment là aussi une réflexion très profonde, et que la Covid ne fait que révéler cet enjeu, qui n'est pas toujours aussi évident dans d'autres pratiques médicales et dans d'autres pathologies. Mais pour le moment, c'est le bénéfice collectif qui d'ailleurs impose ces contorsions réglementaires dont il a été question plusieurs fois de cette journée. Troisième et dernière considération, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude, c'est le doute, c'est l'imprévisibilité et c'est la contagiosité. Et là, je pense que l'explication même de cette incertitude et de ce doute, c'est la faute du virus. C'est facile de se décharger sur le virus, mais au fond, les virus, ils sont mal connus. L'opinion ne sait pas du tout ce que c'est, et s'étonne qu'on n'ait pas pris des dispositions comparables à celles d'épidémies microbiennes. Il est imprévisible, il est contagieux, et les conséquences des virus sont à peine perceptibles, dans la mesure où la plupart des personnes qui ont le virus ne sont pas atteintes de phénomènes pathologiques.
et on va demander finalement de sacrifier sa liberté et d'accepter un certain nombre de contraintes, alors même qu'on n'est pas convaincu de la gravité que peut atteindre en pensant toujours que ce sont les autres qui seront atteints. Je crois en pire, pour aggraver mon pessimisme, que c'est irrattrapable, que finalement cette réhabilitation, l'expression a été utilisée au cours de la journée, je n'y crois pas. Comment revenir à ce qui était le passé, y compris d'ailleurs quant à la crédibilité, au travail et à la faisabilité de toutes les instances éthiques, qui, à mon avis, sont quelque peu décalées et dépassées, et ça n'est pas le temps qui arrangera les choses. Donc, une dernière réflexion sur le transhumanisme. Le transhumanisme, auquel beaucoup d'entre nous s'étaient intéressés, et ils continuent de le faire, avait donné l'illusion, l'espoir, de la toute-puissance de l'homme. Or, y compris d'ailleurs quant à l'allongement de l'espérance de vie, voire même le recul de la mort. Or, que prouve actuellement la Covid-19 ? Eh bien, c'est que, humanisme ou pas humanisme, eh bien, le virus, dont je parle, et en considérant comme le principal responsable, est beaucoup plus fort. Je termine enfin, et il serait temps, par cette expression aussi du doute, de l'interrogation, c'est il faut expliquer quelque chose. Et comme on n'est pas capable d'expliquer, il y a les experts, bien sûr, qui ravent, les virologues qui sont rares et qui eux-mêmes, ça a été dit au cours de la journée, font part de leurs doutes et de leurs interrogations. Mais il y a les faux experts qui, eux, ont des certitudes. Eh bien, dans la société moderne, quel que soit d'ailleurs son développement, c'est celui qui affirme une vérité qui correspond à une erreur qui risque finalement de l'emporter. Merci. Il est 12 heures. Merci. J'étais content d'entendre Michel tout à l'heure parler du sacrifice que la COVID a imposé aux femmes, parce que c'est passé pour plusieurs de façon inaperçue dans la société. Le rappeler à cette rencontre de bioéthique est un geste qui va faire du chemin. Merci Christian de m'inviter à cette rencontre. Et la question posée, c'est qu'est-ce que nous révèle cette pandémie, comment elle nous fait changer. Au Québec, la pandémie a été comme partout ailleurs en Occident, assez cruelle, pas pire chez nous qu'ailleurs, sauf pour les personnes âgées. Le premier point que je veux faire, c'est ce que la pandémie a fait pour nos personnes âgées et leur milieu où ils étaient. Le second point que je voudrais traiter, c'est on n'a jamais autant senti le besoin d'établir des normes de priorisation des soins parce que les services publics ont atteint la saturation dans plusieurs endroits. Le troisième point, c'est le courage qu'on demande à nos politiciens de prendre des décisions avec des informations limitées et plusieurs bons exemples que je crois. Pour ma part, ma première carrière, ça a été d'un médecin intensiviste. C'est des réanimateurs chez vous. Ma seconde a été d'organisateur de politique publique dans le système de santé. Alors, je suis plutôt du côté des opérateurs que du côté des philosophes et des bioéthiciens. La pandémie a levé le voile au Québec sur le fait que nos personnes âgées en fin de vie étaient peut-être bien logées, mais dans un système qui n'était pas sécuritaire et qui a été extrêmement cruel pour eux. Il est mort au Québec pendant la pandémie 11 300 personnes. 70% d'entre elles étaient dans des EHPAD ou dans l'équivalent qui est le CHSLD au Québec, ou dans des résidences privées pour personnes âgées. Et quand la pandémie a commencé, l'accent au Québec avait été mis sur assurer qu'il y ait suffisamment de lits pour accueillir les gens
en insuffisance respiratoire à cause de la pandémie et on libérait les lits de l'hôpital pour envoyer dans les EHPAD des gens qui n'avaient plus besoin de rester dans l'hôpital. Et on a géré d'une façon plein d'erreurs. On a fait des gestes qui ont augmenté la vulnérabilité de ces personnes. Qu'est-ce qui sortira de ça? Le Québec a eu honte de la gestion de ses aînés pendant la pandémie. Et il y aura une réaction très vive qui viendra apporter les correctifs. Dans ces EHPAD, il manquait de personnel, il manquait de dirigeants, il manquait de matériel. C'est un milieu oublié du système de santé. Et les quelques EHPAD ou CHSLD qui ont réussi à éviter la pandémie, c'était ceux qui avaient sur place un dirigeant qui prenait des décisions un peu autocratiques, qui sont les suivantes. Limiter les allées et venues, limiter les déplacements, interdire le recrutement de personnel qui venait de milieux qui n'étaient pas sécurisés, tout personne avec symptômes apparentés au COVID ne rentrait pas dans l'établissement. L'application continue de mesures très rigoureuses a évité dans plusieurs EHPAD l'épidémie cruelle et mortelle qu'on a vue dans d'autres. Alors, le gouvernement du Québec est là-dessus présentement. Il y a 3 enquêtes qui sont déclenchées et qui vont donner probablement des recommandations qui vont être très limitantes pour la liberté individuelle et très encadrant pour la sécurité. C'est le premier point que je vois venir et je vois très bien et je comprends très bien que les décideurs ne voudraient pas revivre et remettre les aînés dans cette condition de haut risque. Le deuxième point, c'est, je me souviens des informations sur l'Italie quand le COVID était à son maximum et la description de l'incapacité des soignants de décider quelle ou quelle personne devait recevoir les services qui étaient saturés et des décisions ont été prises par les soignants au meilleur de leur connaissance, probablement en l'absence d'une réflexion profonde. Et je rappelle qu'est-ce que c'est. Et je suis un médecin pneumologue réanimateur. Je rappelle l'histoire naturelle d'une personne qui va attraper le COVID et qui devra aller aux soins intensifs et en ressortir vivant ou en mourir. Personne attrape dans sa communauté le COVID, a les symptômes qui l'amènent aux urgences. Une première décision doit être prise. On l'admet à l'hôpital, on ne l'admet pas, on le retourne chez lui, il risque de mourir. Et là, le médecin, au meilleur de sa connaissance, s'il y a des lits disponibles dans l'établissement, va l'admettre. Sur un étage de soins, cette personne recevra les soins appropriés, antibiotiques, soutien nutritionnel, tout ça, et aura besoin d'oxygène. On lui donne un peu d'oxygène, beaucoup d'oxygène, et rendu à 100% d'oxygène, il n'y a plus d'autre issue que d'admettre ce patient à l'unité de réanimation. En l'admettant à l'unité de réanimation, la question suivante se pose. Va-t-il en ressortir? Mourir dans une unité de réanimation, rien de pire. À demi inconscient, un tube dans les poumons, pas de famille présente. Alors, le médecin doit décider, est-ce qu'il y a des chances d'en sortir vivant? Il doit avoir le courage de dire non si c'est ce qu'il pense. Et il doit faire une évaluation rapide, 80% de survie, 50% de survie, 30% de survie, en discuter avec la famille et prendre une décision. Le patient est admis à l'unité de réanimation. Il est dans un semi-coma. On le met sous narcose pour être capable de le ventiler. On met un tube dans ses poumons.
Et celui qui a des chances d'en sortir va se détériorer pendant 3-4 jours et va commencer à s'améliorer. Ça prendra un épisode d'une dizaine de jours. Si entre 5 et 10 jours, on n'a pas réussi à diminuer le soutien respiratoire, les risques sont grands. Et au 21e jour, les gens disent, est-ce qu'il y a des chances d'en sortir? Et si oui, on continue, sinon, si les probabilités ne sont pas assez grandes, on cesse et le patient retourne à l'étage et en mourra. Ou bien il mourra aux soins intensifs. En temps de pandémie, un groupe du Québec a fait un protocole de rationalisation ou de priorisation des patients et avec des étapes où on doit continuer les soins ou les retirer. Alors, la pandémie nous a rapproché beaucoup d'établissements à cette limite d'offres de services et à l'absence d'une pensée pour savoir qui on traite et qui on ne traite pas. La question se pose. Parce qu'avant d'admettre un patient à l'hôpital, a-t-il assez de lits? Avant de l'admettre aux soins intensifs, a-t-il assez de lits? S'il n'y en a pas assez, est-ce qu'il faut sortir des soins de réanimation, ceux qui n'ont plus de chance de survivre, faire de la place à quelqu'un qui, lui, a 80% de chance d'en sortir? Alors, j'ai analysé ce protocole du Québec qui n'a jamais été mis en tension parce qu'on ne s'est pas rendu à ce niveau. Mais il ne faut pas attendre que cela arrive pour faire ce travail. Alors, la pandémie nous révèle qu'avec les bioéthiciens, avec les équipes soignantes, on doit établir des critères acceptables et pas laisser ces décisions sur le seul niveau des épaules du médecin. Et ici, il n'y a personne qui ose faire ça. C'est une boîte noire et tout le monde veut s'en tenir loin. Mais je crois que la pandémie nous rappelle qu'on est passé à 2 cheveux de ça et vaut mieux s'y préparer. Le troisième point, c'est le courage dont ont besoin nos politiciens. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Et il y en a une qui est prise de chez nous, qui a été prise en France aussi, c'est l'obligation du vaccin. Vous ne travaillez pas dans le système de santé au Québec à partir du 15 octobre si vous n'avez pas eu le double vaccin. Et la loi est passée. Et pour ce faire, et le ministre dit qu'il n'y aura pas d'exception. Pour arriver à cela, la démocratie fut à l'œuvre et bien faite. Le ministre de la Santé et le gouvernement ont convoqué une commission parlementaire le 26 et le 27 août. Ils ont entendu les syndicats, les groupes de citoyens, les ordres professionnels, les infirmières, ils ont entendu tout le monde pour arriver à un consensus général que les inconvénients d'une vaccination obligatoire sont beaucoup plus petits que les bénéfices d'une vaccination obligatoire pour la société. Et il fut décidé que la loi serait présentée et que les personnes qui ne veulent pas le double vaccin, et c'est juste 5% des travailleurs de la santé qui ne sont pas prêts, ben, ils devront se relocaliser dans leur emploi ou bien être mis en congé sans solde. Ceci met en cause 3 principes. Capacité d'une personne de décider pour elle-même, l'intégrité de sa personne puisqu'on lui impose de prendre un vaccin ou bien de quitter. Et puis, un troisième principe, c'est le droit au travail. Cependant, dans les circonstances au Québec, la population le demande et les politiciens ont eu le courage de prendre cette décision. La vie ne sera plus jamais pareille comme avant et comme vous disiez, je crains que le bien commun impose beaucoup de restrictions aux libertés et des principes fondamentaux
risque d'être bousculé. Voilà, c'était 3 points que je voulais faire ressortir. Qu'est-ce que la pandémie met sur notre table de travail? Et on a besoin des bioéthiciens pour y répondre. Merci. Je suis très content, en fait. Mais de temps en temps, il est un peu vindicatif, mon ami Claude Hurier. Mais je le rejoins souvent. Mais pour une fois là, je jouerais plutôt, comment dire, l'utopie que Paul Ricoeur nous proposait plutôt que l'idéologie. Je pense qu'il est important de se projeter. Hegel, il disait, je dis ça alors que je ne suis pas philosophe, Hegel disait que la crise, c'est le moment où on se rend compte de toutes les insuffisances et de tout ce qu'on aurait dû faire avant et qu'on n'a pas fait. Et cela va tout à fait dans le sens de Michel Bureau, dans ce qu'il est en train de dire, et c'est ce que nous essayons plus particulièrement en dehors d'idéologie philosophique, stratégique ou autre, c'est d'évaluer les pratiques dans ce qui se passe. Et c'est vrai que le discours de Michel Bureau m'intéresse énormément parce que je le trouve un discours de vérité. Et il est d'ailleurs très proche d'un des travaux qu'on essaye de faire nous, c'est de ne plus accepter un consentement ponctuel, mais au contraire le fait d'accepter une situation que l'on ne contrôle pas bien, pour lequel on demande au patient son avis. Eh bien, à tout moment, il doit y avoir des possibilités d'exprimer son autonomie. Et comme le dit Corto Stockley, qui a beaucoup publié dessus, il en est de même pour les praticiens qui, au fur et à mesure que les difficultés s'amoncellent, je suis moi-même aussi réanimateur, ancien réanimateur, et j'ai vécu ça avec les polytraumatisés en se demandant jusqu'où on va lorsque, après 1 mois de ventilation, on augmentait la fréquence, les volumes, il y avait le syndrome respiratoire de détresse. On se demandait si on ne traitait pas beaucoup plus la machine qu'on traitait en définitive le patient. Et comme ça a été dit, dans un isolement où la famille ne venait pas. Et donc, et en plus sur de faux arguments à cette époque, c'était il y a 30 ans, où on disait que c'était pour des problèmes infectieux. Ce n'était pas ça, c'est parce que c'était pour l'organisation du travail des médecins. Pour revenir par rapport à Michel, elle a tout à fait raison. Et pourquoi, là encore, je pense, j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir par rapport à cette crise qui se passe là, qui est vraiment inégalitaire, qui pose d'énormes problèmes sur le traitement des femmes par rapport aux hommes. C'est que mon doyen, Philippe Even, il y a 15 ans, me disant « tu veux faire de l'éthique » ou 20 ans, « tu veux faire de l'éthique, regarde cet article du New England Journal of Medicine ». Et il m'a dit « le seul vraiment… » C'était à cette époque, là, bien sûr, c'est pas le journal de Breen ou autre, ou le mien, etc. Mais il disait, c'est celui où les problèmes éthiques sont majeurs. Il y avait un article qui était sur les coronarographies chez les personnes qui étaient susceptibles de faire un infarctus du myocarde et sur les signes de manière à voir s'il n'y avait pas un syndrome de menace qui était en foi, un angor instable, etc. Eh bien, il était marqué dans cet article qu'il y avait 20%, pour les mêmes signes, 20% de plus d'hommes qui bénéficiaient des coronarographies par rapport aux femmes. C'est-à-dire que déjà, il y a 20 ou 30 ans, dans les pratiques qui sont les nôtres, quels sont les responsables? Peut-être les médecins, peut-être les femmes qui étaient consultées parce qu'elles avaient d'autres choses à faire ailleurs, avaient d'autres… dans une décision qui était une décision où il n'y avait pas vie et de mort, c'était une précision qui était utile à cette époque-là, c'était il y a 30 ans, maintenant c'est devenu systématique.
mais pour montrer comment depuis longtemps les femmes n'ont pas bénéficié autant que les hommes sur énormément d'éléments. Tout ceci pour dire qu'il y a un moment où il faut que ça change. Et il ne suffit pas de faire des lois. Le nombre de lois, nous sommes parmi les premiers au monde à en faire. Qui n'a pas fait sa loi n'a pas réussi sa vie. Certains, c'était la Rolex, d'autres, c'est les politiques, c'est leur loi. Eh bien, prenez l'exemple de notre ami Claude Hurier. Non seulement sa loi, il a fait, elle a duré énormément de temps, elle a révolutionné complètement un champ de la médecine. Mais il a fallu pour cela une pugnacité, Claude. Je te rappelle encore en 1994, alors qu'il y a l'évaluation de ta loi, que tu te lèves, que certains disent non, ce sont des collègues médecins que tu aimes bien, que tu fréquentes à l'Académie de médecine, se levant en disant les comités, ça ne sert à rien, et disant c'est des comités en fait qui sont des comités sur les techniques qui sont les nôtres, qui sont sur nos disciplines. Il faut faire des comités qui ne soient pas comme toi. Tu fais des comités de protection de la personne, en dehors justement. Et je me rappelle de toutes ces discussions que tu as gagnées d'ailleurs, et c'est très bien, car nous étions sur le concept de protection de la personne. Heureusement qu'il y a cet engagement. En tout cas, je pense qu'il faut s'inscrire. La crise nous a montré, ça a été dit ce matin par Jean-François B, ça a montré que la pauvreté avait énormément augmenté. Donc ça montre qu'il faut faire quelque chose. Toutes les choses qui branlent un tout petit peu dans notre société doivent être revues. Et comme on dit, ça ne peut pas être la société d'avant où on se balade en avion, ça a été montré tout à l'heure, où bien sûr on dissémine l'épidémie, mais surtout en définitive au niveau de la nature, ça n'est plus possible. L'écologie nous le montre totalement. Eh bien, on recommencerait de nous à une surcroissance. Nous avons déjà terminé à ce mois de septembre tout ce que la Terre peut nous accorder encore là. Et plus ça va, plus les mois, comment dire, c'est-à-dire que nous vivons sur des surplus que nous n'avons pas. Il y a un moment où il va falloir réfléchir quand même. Et là, moi je crois qu'il faut être volontariste. Alors vous me direz que je suis un peu vieux, mais je pense qu'il faut se battre dans cette histoire-là. Il ne faut pas être défaitiste, il faut faire comme Claude a fait pour la protection des personnes à la recherche médicale, il faut se battre. Rappelle-toi en 2013, quand tu viens dans la faculté, on en parlait l'autre jour, la faculté de Necker, ou je ne sais plus, ou au Saint-Père, et que par rapport à la loi Jardé, un combat viril, un débat viril se fait avec mon ami Jardet. Rappelle-toi, c'était éblouissant. Mes étudiants ont gardé ce moment. Donc, je plaide, si vous voulez bien, je plaide pour que la réflexion éthique nous permette de découvrir mettre en évidence, rendre visible ce qui est invisible, les failles de la manière dont nous vivons et notre vivre ensemble, et que nous essayons de trouver les critères peut-être pour améliorer. Mais j'ai peut-être tort. Alors qu'est-ce qu'en pense une femme, Bénédicte Boyer-Bévière? Ah, il faut peut-être qu'elle... Voilà. Je cherchais le micro. Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, j'en pense qu'on a vraiment des failles. La Covid, c'est un énorme révélateur avec plein de failles, des failles sociales, des failles médicales, des failles de genre, des failles en matière d'autonomie. Ça m'a beaucoup marqué, effectivement. Des failles de droit, au sens où le droit ne peut pas faire face. Voilà, donc on est dans un bouleversement
générés par la Covid, mais pas seulement la Covid. Hein. On a le numérique, on a aussi plein de techniques. Ça me fait penser au transhumanisme, ça me fait penser à CRISPR-Cas9, enfin toutes ces techniques. Et je suis d'accord, Christian, il faut vraiment y aller à fond et essayer de sortir, de créer une nouvelle dynamique pour nos jeunes. Ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, pour cette dynamique, il faut repenser l'éducation, il faut repenser l'enseignement, parce que en France, malheureusement, on est resté sur nos acquis depuis trop longtemps. Et le monde bouge. Quand je vois ce qui se passe au niveau des Américains, au niveau des Chinois, au niveau des géants du numérique, et l'université française coule. Donc, pour terminer, j'espère de tout cœur qu'il y a un sursaut des décideurs en matière politique pour redonner les moyens à l'université d'avoir sa place. Tout à l'heure, le président du comité national d'éthique expliquait qu'il était regrettable qu'il y ait eu que le ministère de la Santé qui était en action et que le ministère de la Recherche n'avait pas vraiment été invité. Et là, vous voyez, c'est un signal d'alerte et où il faut vraiment faire quelque chose. Donc, merci beaucoup, Christian, de ce colloque de haute volée. J'avais plein de choses à faire dans la journée, mais finalement, j'ai écouté au maximum parce que voilà, il faut aussi que nous tous, on se forme pour pouvoir avancer. Voilà, j'étais trop bavarde, toutes mes excuses. Anne-Marie, on ne dira pas que je ne donne pas la parole aux dames et que j'ai tout le temps fréquenté depuis le temps. Tu veux venir parce que je ne suis pas assez grand là. Tu n'es pas assez grand, d'accord. Merci Christian de me donner la parole. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit, autant par Michel que par Bénédicte, mais j'ajouterais peut-être un autre élément. On se rend compte actuellement que l'épidémie a été plus un déclencheur, puisque beaucoup de ces problèmes existaient auparavant. Je veux dire, ils n'ont pas été créés, ils ont été accentués. L'hôpital allait mal, le personnel, il manquait de personnel un petit peu partout. Donc je veux dire qu'il y a un certain nombre de situations qui ont été révélées. En revanche, on peut réfléchir à ce que va être le futur. Et il me semble que, d'après ce qu'a dit Jean-François Delfrécy ce matin, un certain nombre de perspectives doivent être envisagées sur le futur. En particulier, quand on a vu ce qui a été présenté par les vétérinaires ce matin, le lien avec, en termes de santé publique, il est évident que de se rapprocher des vétérinaires pour des pathologies qui risquent d'arriver et pour le futur, je pense que ça doit rester. Donc à mon avis, je ne serai pas aussi pessimiste, même si d'habitude je peux l'être un peu, je suis toujours très critique. En revanche, je me dis, ça peut être une opportunité de réflexion, ça peut être une opportunité dans laquelle on va garder, on va peut-être mettre en avant la question pourquoi les femmes, comme disait Michel tout à l'heure, pourquoi les femmes sont plus réticentes à se faire vacciner. Y a-t-il pas d'autres facteurs qui sont pas uniquement qui sont des facteurs d'environnement ou d'environnement social? Et pour terminer sur l'éducation, je sais que Michel aime beaucoup parler d'éducation. Je suis d'accord avec ce que disait Bénédicte sur l'enseignement et la recherche au niveau supérieur. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de choses à apprendre au niveau des enfants, au niveau du savoir-être. Et c'est sûr que je pense que nos collègues québécois nous ont beaucoup précédés dans tout ce qui était la prévention des violences, le respect de la femme, le respect des petites filles. Je pense que là, il y a des choses à faire pour nous aussi. Et je pense c'est quelque chose de général. Et c'est une dimension nouvelle. Je pense qu'on ne pourra plus ne pas raisonner en termes
de pandémie. Quand au moment de l'épidémie de H1N1, on a eu ces difficultés, l'épidémie s'est interrompue, ce qui fait qu'on n'a pas gardé de souvenirs, ni d'expertise, ni d'expérience de cette période. Et je crois que là, cette année, avec le Covid, je pense qu'on a une certaine expérience qu'il faudra conserver pour l'avenir. On aura d'autres virus. Merci. Je vais donner la parole à une de mes anciennes élèves. Si tu veux bien, Maïlis, qu'est-ce que tu en penses? Tu es représentante de la nouvelle génération. Alors fais attention à ce que tu vas dire. Quel enjeu! Je rebondis juste sur ce que vous avez dit en fait tout à l'heure. Je crois qu'en effet, au-delà de... Alors je vais baisser le masque, pardon, je suis plus à l'aise comme ça. Au-delà de tous les enjeux qui ont pu être décrits, qui sont en effet c'est véritablement capital. On est en effet sur une situation qui est révélatrice de tout un tas d'inégalités, d'une situation qui était déjà latente. L'intérêt, c'est la mise en lumière. Et je crois que c'est vraiment le maître mot, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est la mise en lumière, en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de rentrer dans cette lumière en termes de réflexion, dans cette lumière en termes de visualisation du monde, de ses imperfections, et de pouvoir se mettre en mouvement pour travailler avec une transparence sur les valeurs qui nous portent et sur la hiérarchisation des valeurs. Monsieur William Jones, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, pour pouvoir être véritablement en alignement et être imparfait, mais pouvoir remettre les choses en mouvement sur des valeurs et sur des bases qui sont en lumière, qui sont véritables. Alors, mes chers collègues, dans cette discussion-là, je vois que M. Hurier est parti, je ne le vois plus là actuellement. Est-ce que Michel voudra intervenir, ou Michel Bureau ou Michel Stanton? Et sinon, oui, après... Michel Stanton, oui. Oui. Moi, en fait, c'est dommage que Claude soit parti, parce que ce que je voulais dire que moi, j'ai dit toujours, pour être optimiste, en le fond, je dis toujours, j'ai 2 outils dans mon coffre d'outils. Le premier, c'est l'utopie, un peu ce qu'on fait, voir en avant le futur, machin. Et deuxième, c'est scepticisme, poser les bonnes questions. Oui. Mais ce qui n'empêche pas de garder une vision utopique sur le monde, mais le deuxième outil, c'est poser les bonnes questions. En fait, je pense qu'on a fait un peu des deux là. Michel Bureau, est-ce que vous voulez parler pour... réagir par rapport à ce qui est dit, en particulier les nouvelles générations qui ont pris la parole et la gente féminine? Alors, ça va, j'ai bien retenu la lumière pour le futur. Et Brine, alors Brine, est-ce que vous sentez éclairé maintenant? Oui. Vous nous avez éclairé. Oui, moi je suis plein d'espoir et je pense, partie de cet espoir, c'est dans la relève. C'est le passion, c'est le critique, c'est de nous questionner les vieux, et je me compte partie de la gang de vieux maintenant, de le pousser, de relever les défis qui sont importants pour nos sociétés et de toujours essayer de mieux traduire, de mieux questionner, parce que c'est un job en continu. La prochaine crise, ça va être différent. C'est probablement la crise qu'on vit autour de l'environnement, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on va le faire? C'est des défis de notre société et ça prend un relève qui est engagé et qui est prêt à mobiliser toutes les expertises et les différents points de vue dans une interdisciplinarité dynamique et on continue. Ça prend cet engagement parce que c'est le moyen qu'on reste pertinent, actif et des contributeurs à des débats de société. Si vous voulez bien, je vais dire quelques mots de conclusion. On est très tard, mais on a passé un très bon moment. Et je tiens à remercier nos amis québécois qui, depuis ce matin, nous suivent. Je les appelle à communication pour la fin de l'année. Nous allons faire un livre là-dessus. Il faut absolument qu'on couche, en définitive, ce dynamisme qui est le nôtre, ces volontés de communiquer, de transmettre un certain nombre d'éléments. Bien sûr, les jeunes pourront écrire aussi, bien entendu. Mais en conclusion, si vous voulez bien, je voudrais faire une remarque et un rendez-vous. Déjà, premièrement, la remarque, c'est dire combien Michel Bureau avait raison en me demandant « j'aimerais qu'on discute sur la crise Covid ». Nous l'avons fait, Michel. J'espère que
nous avons répondu en partie tous un peu au questionnement. En tout cas, nous t'avons procuré le temps qu'il fallait, la disposition pour nous enseigner ton expérience qui m'apparaît particulièrement importante dans le cadre des politiques publiques. La deuxième chose, c'est vous donner rendez-vous le 25 novembre, puisque le 25 novembre, la SFEM fait sa journée annuelle et nous allons la faire sur l'évaluation des politiques, sur des pratiques en santé, et nous allons l'axer sur la manière dont les soignants travaillent entre eux, de la manière dont il peut y avoir des conflits et de la manière dont ils établissent justement des critères, que ces critères soient une nouvelle sémiologie, car ce sont des critères, les signes et les symptômes, que ces signes soient cliniques, que ces signes soient radiologiques, qu'ils soient biologiques, et aussi avec des indicateurs maintenant qui sont économiques. C'est-à-dire que nous sommes actuellement en train de faire ce qu'on appelle les PROMS, les CROMS, et c'est-à-dire la pertinence des actes désormais, et qui se fait avec les patients. Je me retournais là par rapport à notre collègue qui a publié sur l'expérience patient, c'est-à-dire que ce sont les associations de patients qui, avec les cliniciens, vont être amenés à décider au terme d'un parcours, d'une prise en charge, si on peut être satisfait de ce qui a été fait et en quoi le remboursement doit se faire et à quelle hauteur. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants devant une société où la santé devient mondialisée, où la concurrence va continuer à se faire entre les établissements et avec des réseaux de patients qui viendront malheureusement, de par les inégalités sociales de bon nombre de pays où certains peuvent venir de cette manière-là. Mais bon, c'est la réalité. La dernière conclusion, la conclusion de la conclusion, c'est que je voudrais rappeler surtout aux plus jeunes qui sont ici que d'autres se sont fait tuer pour nous. En 39-45, avec ce qu'il se passait, il y avait là aussi des réflexions à avoir, il y a eu un système de résistance, il y a un système de protection sociale qui est né dans les années 50, en particulier avec la signature de Pierre Laroque que j'ai bien connu, et qui était celui qui imaginait un autre système que ce qui est devenu notre système de sécurité sociale. Il le voyait beaucoup plus dynamique par les citoyens eux-mêmes. Il ne voyait pas une administration complètement l'anesthésier, mais il ne le voyait surtout pas technocratique, au début. Et là, c'est vrai que nous sommes amenés à repenser les valeurs collectives. Je pense que cette crise, et Michel Bureau l'a bien montré, les valeurs collectives. Parce qu'à cette époque-là, je me pose cette question un peu idiote, il y aurait, une guerre, la France se mettrait en guerre contre un autre pays, il y aurait une mobilisation. Vous pensez, ceux qui ne suivraient pas, ceux qui penseraient que leur liberté serait de ne pas y aller, on pourrait en discuter ou pas. Il y a des libertés, il y a des obligations collectives et qui font partie même quelquefois, bien souvent, du courage. Et ça, je crois, c'est un témoignage et t'en terminerai. Lorsque j'ai vu Emmanuel Macron, notre président de la République, entonner ce qu'on lui reprochera ensuite, et je crois que c'est une erreur, entonner le discours « nous sommes en guerre ».
Nous ne sommes pas en guerre contre quelqu'un, nous sommes contre un virus, il est invisible, etc. Eh bien, quand on est en guerre, on se mobilise. Est-ce qu'on va, comment dire, invoquer les libertés publiques de manière excessive jusqu'à demander un consentement à expliquer aux personnes les plus graves en EHPAD, à perdre un temps fou, ce qui fait que nous avons pris beaucoup de recul, et qu'il a fallu, pour qu'on se rétablisse et devienne presque les plus vaccinés de France, qui est le pass sanitaire, pris bien entendu de manière très hypocrite pour en fait un pass vaccinal, et sans vouloir, et d'ailleurs Jean-François Delfrécy a bien expliqué ce matin que lui-même n'était pas totalement insensible et qu'il pensait que la vaccination obligatoire. Et moi je me pose la question, dans la société qui est en train de se construire, il y a énormément d'individualisme dans l'ancienne. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu plus de solidarité dans un vivre ensemble, de partager et d'accepter d'être contraint par moments par la volonté collective librement débattue? Il faut bien sûr en discuter avec le Parlement, avec tout ce que l'on veut, mais je pense que sinon nous risquerions d'oublier ces éléments qui doivent faire notre force parce que nous nous réunirions. Je ne sais pas si vous partagez peut-être cela, mais je voudrais en conclusion montrer en quoi être de temps en temps un peu autoritaire, mais de manière démocratique, bien entendu, peut éviter ensuite des hypocrisies, un certain nombre de défilés dans la rue qui n'ont aucun sens, et surtout des soignants qui ne font pas leur travail pour le soin, même s'ils disent le contraire, mais qui le font simplement pour gagner de l'argent, pour avoir un emploi, puisqu'ils sont même capables éventuellement de l'abandonner pour ne pas être vaccinés. C'est une folie tout ça. Comment faire à quelqu'un quelque chose, un soin qu'on ne se ferait pas à soi-même? La réciprocité, Paul Ricoeur était très, très clair là-dessus, la sollicitude envers l'autre, entraînerait que nous réfléchissions un tout petit peu à ces nouvelles valeurs, et les éthiciens, n'est-ce pas Brine, ont besoin à réfléchir dessus. Il n'y a pas que l'individualisme et l'autonomie, la bienfaisance, comme il a été dit, ou du moins l'esprit collectif. Je vous remercie, je vous donne, si vous voulez bien tous, rendez-vous le 15 novembre. Je crois qu'avec Michel, on risque de se voir le 20 octobre. Le 25 novembre, j'ai dit quoi? Ah non, c'est le 25 novembre. Et avec Michel Bureau, je crois qu'on a quelque chose le 20 octobre sur ce que tu appelles l'AMM et qui, pour nous, s'appelle l'euthanasie. Voilà. Et donc, nous avons à réfléchir sur ce domaine-là, sur un certain nombre de maladies, neurocognitives en particulier. N'est-ce pas, Michel? On se tient au courant. OK? À bientôt. Et merci d'être là. Merci d'être là. Au revoir.